Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos du level design. Dans cet épisode, on va découvrir comment on peut utiliser Inkscape pour construire une carte de niveau. Ça va être la suite directe de notre discussion sur les maps dans le level design de la dernière fois. Alors si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez donc y jeter un œil avant. Inkscape est un éditeur vectoriel gratuit et open source qui nous permet de designer toutes sortes de choses, comme des logos, des illustrations, des plans, des graphismes pour le web et bien plus. Ce qui est cool avec le vectoriel, c'est que plutôt que de stocker les données comme des pixels de couleurs sur un canevas de taille prédéterminée, on définit tout notre dessin comme un ensemble d'opérations mathématiques. Et du coup, on peut agrandir ou réduire notre dessin sans aucune perte de qualité. D'où le nom de Scalable Vector Graphics ou SVG. C'est très utile parce que ça permet de rapidement préparer des variations de son design et d'exporter ses résultats pour différentes plateformes en quelques instants. Aujourd'hui, on va donc explorer quelques outils d'Inkscape qui peuvent nous aider à construire une map de jeu basique comme celle-ci. Au passage, je vais utiliser ici la version 1.2 d'Inkscape. Cette carte est très simple, c'est un peu un niveau tutoriel où le joueur entre simplement dans une maison, découvre une petite cinématique à propos de l'endroit, traverse un couloir et une pièce, récupère un document avec quelques améliorations pour son arme, puis finalement apprend la mécanique d'ouvrir une porte fermée avec une clé pour activer un raccourci vers la sortie. Bon, donc imaginons que j'ai ce nouveau fichier Inkscape avec un canevas vide. La première chose à faire, c'est d'activer la grille et de s'assurer que nos outils snap sur ces points, pour pouvoir créer une carte avec des dimensions précises. Pour montrer la grille, on peut appuyer sur la touche dièse du clavier, et si je zoome, je vois que la grille devient plus précise avec des intervalles plus petits. Mais pour vraiment configurer cette grille, le mieux c'est d'ouvrir le panneau Documents Properties et d'aller dans l'onglet Grids. Ici, on voit que le document contient actuellement une grille que l'on peut montrer ou cacher avec cette coche. Je peux changer le pas de ma grille à 10 sur chaque axe pour mieux voir la différence entre les marques mineures et majeures. Comme on peut décider de l'échelle nous-mêmes, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut, c'est juste rester cohérent. Bon, on distingue un peu mieux les marques majeures des marques mineures, mais ça n'est pas encore très clair. Donc je vais aussi changer la couleur des tics majeurs de ma grille en rouge. Maintenant, je peux facilement compter 5 tics qui pourraient correspondre à 1 mètre, 5 mètres ou 10 mètres en fonction de ce qui m'arrange. Pour l'instant, je vais considérer que le pas majeur, autrement dit un carré rouge, fait 1 mètre de long. Le truc c'est qu'en fait, pour le moment, on ne snap pas à cette grille. Si je prends l'outil de courbe Bézier et que je place quelques points sur mon dessin, on voit qu'ils ne sont pas ancrés à ma grille. Pour régler ce souci, il faut activer le snapping pour nos outils avec cette icône dans le coin en haut à droite. Et maintenant, si je reviens dans ma zone de dessin, mes points snappent bien à la grille. Donc à ce stade, on peut facilement dessiner quelques murs avec des lignes noires épaisses. Si je ne suis pas satisfaite par certains points de ma courbe, je peux toujours les retirer, repasser le segment en mode ligne droite sans poignée de courbe, et replacer le coin sur un point de ma grille. Ensuite, il faut commencer à organiser notre dessin pour pouvoir retrouver facilement les éléments et éventuellement les désactiver. Pour ça, on peut utiliser le système de calque d'Inkscape. Il est accessible ici dans la barre d'outils, ce qui fait apparaître le panneau des calques avec notre calque par défaut actuel et le path que l'on a créé à l'intérieur. En double-cliquant sur le nom d'un calque, je peux le changer en quelque chose de plus explicite, comme Walls, et après je peux cliquer sur l'icône plus en haut pour créer un nouveau calque. Mon deuxième calque va contenir le flow du niveau. Autrement dit, comme on l'a vu précédemment, les portes, les fenêtres, les escaliers et les autres éléments qui déterminent les points de passage pour notre joueur. Vérifiez bien que vous avez sélectionné ce calque dans la hiérarchie pour que les nouveaux objets que vous créez soient dans ce calque, et maintenant vous pouvez ajouter quelques portes et fenêtres. Vous pouvez bien sûr avoir différentes conventions et habitudes. Pour ma part, j'aime bien dessiner les portes en vert et les fenêtres en bleu. Étendons notre layout avec quelques pièces et portes en plus. Souvenez-vous qu'on peut toujours cacher la grille pour avoir une meilleure idée du résultat global. Maintenant que j'ai les murs de base pour ma scène, je vais ajouter les différents étages. Ici je vais en avoir 2 parce que je veux que la partie de droite soit en hauteur par rapport à la partie de gauche. Ces 2 pièces seront un étage plus bas que ces 2 autres, donc je vais colorer leur arrière-plan avec un gris plus clair.
Pour que la couleur de fond passe derrière les lignes des murs, n'oubliez pas que vous pouvez draguer les objets en bas du calque dans la hiérarchie. Ensuite, le troisième calque va être pour les objets et les éléments clés avec lesquels le joueur pourra interagir. Pour l'instant, on va rester simple et juste ajouter quelques endroits pour améliorer son arme, et l'objectif principal qui est l'emplacement du document à récupérer pour finir la mission. Notez que c'est aussi un bon moment pour commencer à construire notre légende, vu que le dessin contient maintenant plusieurs symboles qui ne sont pas forcément intuitifs pour tout le monde. Bon après, pour l'instant, mon flow est un peu incomplet. En particulier, on ne sait pas trop où se situe l'entrée, et techniquement, nos deux étages ne sont pas connectés. On n'a ni pente, ni escalier, ni échelle. Donc d'abord, ajoutons une flèche dans notre calque de flow pour indiquer que cette porte est celle par laquelle on va commencer le niveau. Pour transformer une ligne en flèche, on peut simplement aller dans les options Stroke Style et utiliser des marqueurs spécifiques pour le début, le milieu ou la fin du trait, comme une pointe de flèche. On va aussi dessiner quelques escaliers dans le couloir. Je vais indiquer la direction de ces escaliers en ajoutant une flèche blanche par-dessus. Encore une fois, c'est juste une convention personnelle et vous pourriez en définir une autre pour vos maps de jeu, mais l'idée ici c'est que ça me permettra de facilement visualiser et orienter l'objet quand j'en serai à la phase de construction 3D. Bien sûr, ça ne signifie pas que les escaliers ne peuvent être empruntés que dans cette direction, ça montre juste dans quel sens va la pente. Ok, maintenant, avec tout ça en place, je vais introduire quelques éléments en plus, comme la zone de trigger pour la cinématique du début, dans la première pièce, et le système de serrure et de clés pour la porte finale. J'aime bien montrer directement sur mon dessin la dépendance entre la serrure et sa clé, pour voir clairement le lien entre les deux. Mais si vous avez peur que ça surcharge trop le visuel, vous pouvez aussi transmettre cette info d'une autre façon. Par exemple, avec un autre document à part qui décrit spécifiquement ce genre de relation. Pour finir, on peut tracer explicitement le chemin que l'on prévoit pour les joueurs, pour montrer clairement l'ordre attendu pour les points d'intérêt. On va commencer à la porte que l'on a marquée tout à l'heure, voir la cinématique, puis descendre les escaliers et traverser le couloir pour arriver dans la pièce principale. À cet endroit, on pourra explorer un peu et éventuellement aller voir cette amélioration d'armes. Ensuite, on ira dans la petite pièce dans le coin inférieur gauche, et on récupérera tous les objets intéressants, comme le document de mission et la clé, avant de faire un peu de backtracking pour aller ouvrir la porte fermée. Vous pouvez remarquer que ce chemin nous fait d'abord passer devant la porte fermée, et ensuite seulement récupérer la clé, ce qui est un bon moyen de teaser les joueurs et de leur faire créer un lien mental entre les deux items, plutôt que de les faire ramasser une clé avec une fonction encore inconnue. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des flèches intermédiaires à chaque point de la courbe et adoucir l'ensemble pour obtenir un visuel un peu plus sympa pour le chemin. Et en petit bonus, ça peut être bien de renommer tous ces paths et ces formes, pour faciliter la navigation dans la hiérarchie et identifier plus rapidement les items dans l'outline. Évidemment, si le chemin vous ennuie, vous pouvez aussi facilement cacher ce calque en cliquant sur l'icône d'œil ici. Et voilà, on a maintenant une carte de niveau basique réalisée entièrement dans Inkscape en seulement quelques minutes. Bon, bien sûr, ici c'est un cas facile avec un scénario simple, sans ennemis ou boss ou énigmes ou structure architecturale particulière. Mais ça montre que cet éditeur peut être un outil sympa pour designer un layout comme celui-ci. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel sur les outils de level design et que vous avez appris quelques trucs pour construire la carte d'un niveau de jeu dans Inkscape. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne, et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt.